Alors cette manifestation, cette lecture de Vialat, dans cette galerie, a une raison, parce que Dubuffet est venu très souvent dans cette galerie, entre les années 55 et 62-63. C'était un grand ami d'Armand Chave, et c'était aussi un ami de Vialat. Et Vialat venait souvent rencontrer Dubuffet ici, à Lubac, ou dans sa maison personnelle au Vantex. Et il s'est établi une relation entre Dubuffet, Vialat, Alphonse Chave, Philippe Dereux dont j'expose ici quelques pièces. Et c'était vraiment un grand moment d'effervescence intellectuelle et artistique, ce moment entre les années 55 et 62-63, entre tous ces personnages. Et par exemple, Philippe Dereux, qui écrivait très bien, écrit une lettre à Michel Pérouse, qui était le conservateur du musée de l'Art brut. J'ai l'intention aujourd'hui de parler de scènes heureuses. La terrasse du café de la Régence, place du Grand Jardin à Vence, il y avait déjà depuis longtemps qu'une jardin et un parking, a été pour moi le haut lieu de ma vie. Elle le demeure dans mon souvenir. C'est là que chaque jour, vers 1h30 de l'après-midi, les exceptions étaient rares, motivées par des obligations de Dubuffet, Alphonse Chave, Dubuffet et moi-même, nous nous retrouvions pour ce que j'appelle maintenant la cérémonie du café, ou encore le rite du café. Quoiqu'alors, dans nos esprits, il n'y eut pas l'intention d'un rite ou d'une cérémonie. Ces termes sont la création de ma mémoire embellissante, mais simplement l'occasion de bavarder entre nous d'une manière détendue, une petite heure, parfois plus, surtout l'été, lorsque Limbourg ou Vialat étaient présents. C'était la récréation de la journée, en particulier pour Dubuffet, qui se montrait très attaché et très fidèle à ce moment. Copac également devenait un habitué lorsqu'il se trouvait à Vence. Voilà, donc tout le monde se retrouvait. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des œuvres de Dubuffet, il va y avoir des lectures de Vialat, c'est sur l'idée sur une idée collective de Jean-Sylvain et de Patrice Delbourg. Et c'est une manifestation parallèle à lire à Vence. Voilà. L'amitié de ces deux hommes, qui étaient une sorte de jumeaux, qui étaient nés la même année, en 1901. Vialat s'est éteint 70 ans plus tard et Dubuffet lui a survécu 15 ans de plus. Voilà. Dubuffet, bon, vous le savez, a vécu à Vence, s'est installé à Vence, il était là à cause de la maladie, ou grâce à la maladie de son épouse, et bon, Vence lui a servi de terreau, de magma, pour sa cueillette minérale, etc. Quant à Vialat, il est venu quelques fois à Vence, une demi-douzaine de fois, 4 fois, 5 fois, et il logeait dans la maison du Dubuffet qui lui avait organisé une petite pièce avec un lavabo, un réchaud, etc., où il pouvait avoir son autonomie et écrire. On va vous lire d'abord des chroniques de Vialat, pur sucre, pur jus, et ensuite, dans un deuxième temps, des chroniques de Vialat en liaison avec le travail plastique de Dubuffet. Je vais vous dire avant quelques mots sur Alexandre le Bienheureux. Celui qui n'a jamais lu Vialat conserve des tonnes de réserves de bonheur devant lui. Dans le panorama littéraire du XXe siècle, personne qui de près ou de loin ne lui ressemble. Sa prose est croquante, soyeuse, capricante, coruscante pour reprendre des mots qui lui sont chers, des mots rares,
des mots joyeux. Jamais Vialat n'ennuie, jamais Vialat ne laisse indifférent. Il manie l'émotion sans pathos, le rire sans vulgarité. Il digresse avec une espiègle cohérence et pelotonne ses métaphores avec fantaisie. L'émerveillement semble être la clé de voûte de tout ce que consigne Alexandre Vialat. Prenez le temps de caracoler en sa compagnie sur les chemins d'Auvergne. L'Auvergne, son pays natal, enfin presque natal, parce qu'en fait, il est né dans le Limousin, il est né à Magnac-Laval, à côté du Dorat, entre le Dorat et Limoges, pour ceux qui connaissent le coin. Chaque page de Vialat appelle de nouveaux éblouissements, de nouvelles Amériques. Ses raccourcis réjouissent, ses longueurs régalent. Vialat est si souvent pertinent que cela en devient assommant. Ces chroniques publiées dans le journal La Montagne, près de 900 au total, entre 1952 et 1971, ont longtemps été un régal pour Happy Few avant d'être disponibles à tous dans diverses éditions de poche. On publie tant et tant, aujourd'hui on ne rougit plus de rien, ni les écrevisses, ni personne. Lisez plutôt Vialat. Voilà la magnifique tapisserie du temps qui passe, brodée par la complainte d'un éternel enfant frivole. Quelle pétulance, quel art du contre-pied, quelle distinction dans l'emploi du subjonctif. L'évocation des premiers Capétiens, la célébration de l'ornithorynque, avec des sentences brusquement fulgurantes, une ironie distancée, de fausses remarques scientifiques, des références animalières à foison. Ah, les animaux, c'est la grande affaire de M. Vialat. Il nous chante en majesté les pédalos, le charme du basset artésien, la vitesse comparée du Chouca et de la Citroën légère, le talent imparable de ses amis, Henri Pourrat et Jean Dubuffet chez lui, un seul souci, le bien écrire. Tout est succulent à cette vitrine par la seule grâce des mots, contre l'équarrissage quotidien de notre imaginaire par la publication de bouquins ronflants, inutiles. Les écoles laïques de France et de Navarre devraient inscrire à leur programme la récitation chaque matin et avant tout autre exercice d'un fragment du merveilleux motif d'Alexandre le Bienheureux. Rapide comme l'éclair, vif comme la blette, son style est un gala pour la rétine. Les jeunes classes trouveront là une certaine douceur de vivre à l'ancienne, le respect de la grammaire, la défense du poste à galène, des dessins de Chaval, Chaval, à la lueur d'une lampe pigeon, issue d'un intarissable catalogue de la manufacture des armes et des cycles de Saint-Étienne. La formule scintille soudain au coin d'une chronique. Que seraient devenus les hommes s'ils n'avaient pas eu de mère? L'humanité se composerait d'orphelins, toujours discret, loin du brouhaha de la foule. La disparition de Vialat, chroniqueur des 4 saisons, fut parfaite. Ses amis l'apprirent dans le journal du 3 mai 1971 par un articulet en 15e page. Et c'est ainsi, oui, c'est ainsi que Vialat reste et restera toujours plus grand. À ne plus chanter que les grandes choses, chantera aujourd'hui les chiens. Elle a déjà chanté la lune, le soleil, les océans, les montagnes, la viande de cheval et que sais-je, les trottoirs, les étoiles, l'horizontalité des plaines. Elle ne saurait éviter le chien. Qui peut se vanter d'éviter d'ailleurs les chiens? Il y en a sur tous les trottoirs. Le chien tel qu'on le voit aujourd'hui et qu'on emploie dans les villas de banlieue pour éloigner les cousins pauvres en les mordant au gras de la cuisse, le chien remonte à la plus haute antiquité. Ce fut lui qui dévora le berger Actéon parce qu'il avait vu Diane au bain. Il craint les tiques, le froid, la faim et les sergents de ville. C'est pourquoi il vole le gigot sur la table de la cuisine et le mange en cachette dans l'escalier de la cave. C'est pourquoi aussi, en hiver, on lui tricote des pullovers de couleur verte. Oui, Gigi, tu me regardes, de couleur verte, où on l'habille de petits paletots qu'on peut trouver à la fameuse manufacture d'armes
et de Cite de Saint-Étienne, forme raglan avec poche-poitrine et col officier. Elle vend en outre des bottes pour chiens en caoutchouc pour extérieur, en feutre pour l'appartement, à 3 boutons ou 2 seulement pour les bassets, un peu moins chers, des lunettes pour chiens astigmates et des faux cols en cellulose avec nœuds papillons et boutons à bascule. Donc il existe une version fantaisie à rayures rouges qui coûtait 15 centimes de plus dans les catalogues d'autrefois. On voit par là que l'homme peut vêtir son chien de la façon la plus distinguée. Mais tous les chiens ne se ressemblent pas. Il y en a 2 sortes d'espèces qui sont les chiens noirs et les chiens jaunes. Les chiens jaunes sont courts et trapus. Ils ont l'air de Jésus de Morteau, montés sur des pieds Louis XV, avec la tête de M. Churchill. On les fabrique sans doute en Chine, comme les griffons ou les chimères. Une langue de taffetas rose leur pend au coin de la gueule. Leur face noire et leurs yeux en boule, leur front ridé par l'inquiétude, ou on ne sait quelle désolation, leur font une tête de nègre déprimé, de bantou affligé par un récent veuvage, voire de ramoneur orphelin. On y lit la tristesse congénitale des singes, cette désolation infinie. Le regard interroge, il n'obtient pas de réponse. L'angoisse du monde les accable à jamais. Parallèlement, ils adorent l'os à voile, la saucisse de Toulouse et la choucroute garnie. Que serait l'homme sans le chien? On n'ose pas y penser. Le chien étant l'ami de l'homme, l'homme n'aurait donc plus d'amis. L'aveugle tâtonnerait en vain au bord de la rue à traverser. Le voyageur périrait dans la neige sur les pentes du Mont Saint-Bernard. Nous ne verrions plus dans les cirques le barbet jouer au domino, lire le journal et compter jusqu'à 12. Les jeunes enfants désorientés seraient obligés d'attacher les casseroles à la queue du tigre royal. Les cousins pauvres entreraient sans vergogne dans la villa du cousin riche. Il n'y aurait plus de sainte distraction, plus de tranquillité, plus de police, plus de plaisanterie, plus d'amitié. La chair du chien est incomestible. Elle est pourtant appréciée par les Suisses, les Mozambiques, les Indochinois et les Chinois. Les populations en état de siège et même le roi du lapin cru. Les Chinois ne mangent pas de chien blanc, ils le vénèrent. Les Indochinois, au contraire, élèvent une race de chiens gras, blancs et roses, dont ils font d'excellents dragons. Le roi du lapin cru déclare de son côté que le meilleur chien pour la cuisine est un chien blanc, au poil très rare et d'aspect assez répugnant. Les Mozabites le mangent en saucisse. Les assiégés font mijoter sur un maigre feu de charbon de bois une tête de chien aux haricots rouges. Les Suisses rappellent de loin en loin dans leurs journaux qu'un arrêté ministériel interdit aux bouchers d'en vendre. Ils disent que la cynophagie fait tort à la population dans l'opinion internationale. Les cynophages répondent que chacun prend son plaisir où il le trouve et que l'opinion internationale ne sait décidément pas ce qui est beau. Il est une heure à la tombée du jour, particulièrement émouvante, douce en été, au soleil couchant, noire et glaciale au mois de décembre. C'est l'heure du chien. L'heure du chien. On voit alors sur les trottoirs des chiens de Paris promener leur maître. De frêles jeunes filles, des dames en noir, des messieurs barbus, des femmes de chambre portugaises, des personnages considérables décorés du ruban de la Légion d'honneur. De temps en temps, le chien s'arrête au pied d'un marronnier, s'accroupit et regarde dans le vide, le front convulsé par l'effort. Son maître, à l'autre bout de la laisse, regarde ailleurs, d'un air pensif mais détaché. Il s'efforce à garder une attitude mondaine. La nuit tombe, l'œil de l'homme discerne les étoiles de 6e grandeur. Procyon brille d'un éclat liquide, il voit son chien dans les constellations. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Parisiens sont partis en vacances, le soleil brille, les carreaux sèchent, il y a des fleurs. On s'invente un bonheur de silence et de lumière, de palmes, de mosaïques et de jets d'eau. Il y manquerait le Rectérope. Cette chronique a toujours fait le plus grand cas de le Rectérope et de son caractère rêveur. On peut nous reprocher bien des choses, je ne vois d'ailleurs pas lesquelles, mais la mauvaise foi trouve toujours. On ne nous accusera jamais d'avoir fait fi de le Rectérope. Alors que tant de rubriques dans toute la presse française n'ont jamais eu pour lui un signe d'amitié, une mention honorable ou une mention tout court, jamais ici nous ne sommes passés devant lui sans lui tirer l'oreille ou lui flatter le museau. Le Rectérope et le vrai premier homme se sont toujours trouvés au cœur de nos soucis. Pourquoi? Parce qu'ils sont admirables et scientifiques, presque incroyables. Regardez l'homme changer de chaussettes ou faire la queue devant un cinéma de quartier, c'est un spectacle magnifique. Mais que dire de le Rectérope? Il faut le prendre tel qu'il est, écrit Monsieur Leloup dans un grand magazine. Et il a raison. Tel qu'il est, ou tel qu'il n'est pas, le Rectérope serait moins beau. Il a un groin de cochon et des pieds de kangourou, les oreilles d'âne et une mâchoire de crocodile. Sa chair sent la fourmi. Sa nature est timide, profondément méditative, mais il mérite l'amitié de toutes les personnes sensées. Il vit sa vie dans des terriers profonds. Il s'y livre à des songes informes, des songes de Rectérope. Il sort au crépuscule et sautille en Afrique du Sud, dans la forêt, parmi les ombres, de termitière en termitière. Elles sont dures comme la céramique, et il les déchire avec ses griffes, s'assied sur ses pattes de derrière et laisse traîner sa langue gluante et vermiforme de 30 cm de long, comme une espèce de spaghetti, dans le tas des fourmis affolées. Puis, il la rentre subitement par un petit trou, couvert de bestioles comme un papier tue-mouche, car il a les mâchoires soudées, et avec un petit trou pour la laisser passer. Tel est le seigneur des forêts. Rien de plus impressionnant dans le Veldt que de voir ce rêveur machinal assassiner les fourmilières au clair de lune. Ses oreilles d'âne se détachent sur le ciel. Les zoologues disent qu'il se distingue par son infériorité intellectuelle, qui le classe au plus bas de l'échelle des êtres chez les mammifères. Monstre songeur. Et en effet, le Rectérope, chose incroyable à notre époque, n'a jamais pu passer le bachot. Il serait donc temps de ramener cet examen à des proportions plus humaines. C'est le père Ubu, il en est d'autres aussi. Le tatou, l'armadille, la grande tatusie, le cabassou et le tatou géant, qui a le médius aussi long que la jambe et qui possède 98 dents, les édentés ayant toujours beaucoup plus de dents que les autres. Le tatou a 3 boucliers, l'un sur le front, l'autre sur les épaules, et le troisième le long de la queue, articulé façon langouste, comme le gilet pare-balles de la manufacture pour commissaires et hommes d'État. Il vit le cadavre au fond d'un noir terrier et grogne quand on le contrarie. Citons aussi tous les myrmécophages qui posent le pied sur le côté parce qu'ils marchent les poings fermés, si bien qu'ils avancent très lentement, comme l'Angleterre. Monsieur Nader vient de nous apprendre à la tribune que l'Angleterre marche à reculons, ce qui l'empêche d'avancer plus vite. Ils ne font qu'un petit, qu'ils portent sur le dos. Ainsi le fourmilier, la crinière, appelée aussi tamanoir, qui se sert de sa queue majestueuse comme d'un balai et d'une ombrelle, d'un parapluie, d'un ramasse-miettes, et le tamandua à queue prenante qu'on dénomme aussi frère prêcheur, parce qu'à la moindre alarme, il ouvre ses 2 bras en position de Dominus Vobiscum. Ainsi le fourmilier didactyle, ainsi le pangolin à grosse queue, qui est doux, qui pousse de faibles cris, qui est myope, pas plus gros qu'un gros chien, et peut traîner sans ralentir sa marche lente 10 hommes attachés à un câble. Tels sont les songeurs myopes qui tuent les fourmilières. Mais le plus beau est le Rectérope, parce que nul ne sait d'où il vient. Il a dû sortir d'un œuf d'ange, inclassable, tomber de la lune. C'est la plus grande aventure, mon Dieu, avec l'homme.
qui est le plus incroyable. Car il avait bâti lui-même les fourmilières qu'il mange ensuite, myrmécophage et fourmis à la fois. L'homme et le baluba, lisez-nous ces affreux, vous y trouverez l'Orictorope et vous saurez où est passée la tête de Lumumba. Tout ça, c'est entre parenthèses. Résumons-nous. L'Orictorope fourmille, et guidé par un songe informe qu'il a fait au fond de son terrier, il assassine les fourmilières. Nul ne sait d'où il vient, mais on voit où il va. Craignez ses rêves et sa myopie, regardez-le et vous aurez peur. Sa petite tête de lézard géant, son groin de porc et ses oreilles d'âne ornent d'effrayants crépuscules. Et c'est ainsi qu'à l'aéro. On va m'accuser de rabâcher, mais c'est seulement que je me répète, et il y aurait de la mauvaise foi à me le reprocher. Il s'agit là d'un phénomène purement sénile que les médecins expliquent facilement par une irrigation diminuée du cerveau, les artères se durcissent, les capillaires s'engorgent, le sang n'arrive plus aux zones utiles pour la pensée. Le cerveau ressemble en moins engageant à une vieille éponge desséchée, une vieille éponge en fibres végétales pour l'entretien des faïences sanitaires. C'est une chose qui s'obtient par l'âge ou l'alcoolisme. Lorsque j'étais enfant, on faisait de très jolies coupes de cerveau ainsi ratatinés sur de grands tableaux pédagogiques qui s'accrochaient au mur de la classe à des pitons par des œillets ourlés de laiton. Les parties molles étaient en bleu, les parties bonnes restaient en rose. C'était pour inspirer l'horreur de la nisette. Rien de plus beau, de plus instructif, sauf le foie. Le foie était terrible. On en jetait le Bourgogne pour sceau. On voit par là qu'il s'agit tout bonnement d'un phénomène très naturel et non point de mauvaise volonté. On ne saurait reprocher à un paralytique d'avoir des jambes qui ne marchent pas. C'est ce qui me met parfaitement à l'aise pour me déclarer une fois de plus contre les nains en céramique. Le nain de faïence est une foi trompeuse. Le nain de faïence est une superstition. On en met aujourd'hui partout, notamment sur les espaces verts qui entourent les HLM de luxe. La différence entre les HLM de luxe et les HLM de non-luxe et qu'ils sont parfaitement semblables, sauf en ce qui concerne le prix. L'un est à loyer modéré, l'autre à loyer immodéré. On voit par là l'énorme écart. Le nain de faïence est chargé de le combler. Le nain de faïence, en réalité, ne se justifie par nulle métaphysique. Le nain de faïence est une illusion. Il sort de Blanche-Neige avec la barbe en cœur, surmontée d'un capuchon rouge, et remonte plus anciennement aux opéras de Wagner, au comte de Grimm, au Nibelungen. C'est le nain de l'Ordurin, le kobold silésien, l'enfant des Erzgebirge ou des Schiefersberge. Disons, des monts ferrugineux, le petit génie des métaux souterrains. Pour que ce soit plus joli, on lui fait jouer de la flûte avec un oiseau sur l'épaule. Mais qu'avons-nous faire de ce nabot bavarois, même jugé sur quelques pierres ponces sous des épicéas japonais? Le matin, après quelques bâillements, plutôt plusieurs cris d'ours et une douzaine de grognements, on aime à se retourner soi-même, s'offrir une cigarette, se dire des choses aimables, s'insulter, s'exhorter, se pousser dans la journée avec des ordres secs. Bref, rencontrer un camarade et un mentor. Mais ce nain, il vous coupe l'appétit. On n'a que faire de son perroquet. Son oisive vieillesse vous insulte. On n'a pas le temps de jouer de la flûte pour les moineaux. C'est un exemple à ne jamais suivre à notre époque, un résidu anachronique du vieil âge d'or. Il ne peut qu'entretenir dans l'âme des regrets réellement inactuels. Mieux vaudrait
Ces grandes araignées que Germaine Richier sculptait si bien pour les pelouses, ou le pauvre Giacometti, ces hommes à bras de faucheux, ces femmes en branches moussues, ou ce Don Quichotte bleu charron, tout nu, qui fumait une celtique assis sur une pierre du jardin, dans le parc du musée Rodin, il y a 6 mois, avec une tête tout en caverne, en ténèbres et en falaise, comme un dessin de Victor Hugo. Le nain de faïence est une illusion. C'est un Père Noël rabougri au service du banquier qui s'est fait architecte pour vendre du vent à prix d'or, du centimètre carré, de l'acajou en bois blanc. Or, le Père Noël lui-même est démonétisé. Les enfants qui l'empilent naguère de révérence et de frissons sacrés le chahutent aujourd'hui aux portes du printemps. C'est depuis qu'on le fabrique en série. On croit au Père Noël, pas à des Pères Noël, pas à 50, pas à syndicats. On a tort de le commercialiser. Le commerce tue la foi et la poule aux œufs d'or. La Noël, la fête des mamans, le jour des pères, enfin une journée du détergent et une journée du rasoir à lame bleue. On ne sait plus ce qu'ont été les choses. Elles ne sont plus. La Noël se vend 2 mois d'avance. Il faut relire Pourra pour la retrouver. On ne sait plus ce que purent être une pomme, une rose, une bague, voire un âne, un pâté. C'étaient des trésors spirituels. Ils brillent dans l'ombre du vieux temps, désir du corps, désir de l'âme, haute récompense de longues vertus, plaisir profond et presque abstrait. On ne sait plus ce que furent le polaire, les 3 rois, l'étoile du bouvier. Bon. Et c'est ainsi qu'elle a été. Moi, je vais vous raconter un peu la rencontre entre Alexandre Vialat et Jean Dubuffet. Alors, l'histoire commence dans un atelier de la rue Vaugirard à Paris. Dubuffet fréquente le quartier et un jour, il est invité par une pétillante voisine, Laure Beaufard-Coca, dite Sibylle, qui était la cousine de la femme de Vialat. Donc, c'est dans un atelier de tissage que se croisent les artistes et écrivains et où la première rencontre a lieu. Les 2 hommes ont déjà entendu parler l'un de l'autre grâce à Jean Paulhan, l'inimitable, l'incontournable Jean Paulhan, éditeur chez Gallimard, qui est depuis 1921 un ami très cher de Vialat. Paulhan, c'est lui qui a fait éditer le premier roman d'Alexandre Vialat, intitulé Battling de Ténébreux, en 1928, et qui, ensuite, sur la proposition de Vialat, a accepté l'œuvre de Kafka que Vialat traduisait et a fait connaître en France. Paulhan a rencontré aussi Dubuffet en 1943, alors que le nom du peintre devient l'objet d'une notoriété dans les cénacles littéraires. Paulhan présentera même à Dubuffet son premier marchand, René Drouin. C'est encore lui, Paulhan, qui pousse Dubuffet à écrire, et c'est Paulhan qui publiera dès 1946 le recueil de ses écrits intitulé Prospectus aux amateurs de tout genre. En 1947, Vialat n'a pas lu Dubuffet, mais il lui a été demandé d'illustrer un roman de Kafka, mais Dubuffet refusa. En février 1953, dans une chronique de la montagne qui est consacrée à Jean Paulhan, Vialat fait une large place à Dubuffet. En 1954, l'artiste fait l'objet d'une chronique entière et il sera cité une 50aine de fois dans les textes d'Alexandre Vialat qui seront publiés dans La Montagne entre 1952 et 1971. Un fait va rapprocher les 2 hommes. Vialat devait porter sa chronique hebdomadaire à La Montagne au dernier train de la gare d'Austerlitz, qu'elle arrive en partance donc pour Clermont-Ferrand. Or, un jour d'avril 1954, Vialat arrive trop tard, le train est parti. Que se passe-t-il alors? Tout simplement, Jean Dubuffet,
propose à Vialat de l'accompagner en voiture jusqu'à Clermont-Ferrand. Et donc, cette équipée, cette excursion de Paris jusqu'au Massif central, Clermont-Ferrand, en passant par le Morvan, restera pour Dubuffet un souvenir des plus précieux. Notamment, alors il s'arrête en chemin au long de la route, Dubuffet ramasse des cailloux, des pierres, Vialat qui rencontre le premier passant venu, il engage la conversation et c'est parti pour des discussions, etc. Et donc, il y a un texte qui a été écrit en 1954 et qui est publié qu'en 1973 dans la revue L'Herbe, où Vialat raconte justement cet épisode du Morvan jusqu'à Clermont-Ferrand. Et Vialat, tout en pensant, en écrivant sur Dubuffet, a trouvé une métaphore, enfin un mot, qui résume très bien l'univers pictural de Dubuffet, c'est le magma. Le magma, c'est une métaphore pour embrasser l'œuvre et le travail de Dubuffet et son fort intérêt pour la matière. Vous avez déjà un texte qui est en vitrine, un recueil des chroniques de Vialat sur Dubuffet qui sont recueillis dans un livre qui s'appelle Dubuffet et le grand magma. Tous les textes d'Alexandre Vialat sur Dubuffet. Ce magma, c'est aussi l'Auvergne et ses volcans, qui n'est pas la terre natale de Vialat, comme l'a rappelé Patrice, mais qui est une terre d'inspiratrice, une terre d'inspiration, une terre matricielle. Cette notion de magma, Dubuffet la valide. Dans une lettre qu'il écrit à Alexandre Vialat, qu'on a reproduit ici, il dit « Le grand magma, ça me semble parfait ». Et cette notion, cette métaphore va devenir centrale pour définir l'œuvre de celui qui décrivait dès 1947 ses portraits comme des portraits à ressemblance extraite, à ressemblance cuite et confite dans la mémoire. Magma, car Dubuffet ne cesse de parler de feu central, de feu vital, de feu interne et primordial, comme siège des facultés créatrices qui l'opposent à l'intelligence. Le magma, c'est aussi le mélange confus qui évoque la manière déconcertante dont Vialat conduit parfois ses chroniques en digressant plaisamment, en semant dans un champ lexical complètement foisonnant. Ce magma, finalement, c'est sans doute la cohérence de la pensée d'ensemble qui caractérise la démarche créatrice de Dubuffet et d'Alexandre Vialat. Patrice a évoqué les visites régulières de Vialat à Vence durant les étés, en effet à la Villa de Lubac. On a retrouvé aussi récemment une autre photo de Vialat avec ses amis dans un appartement de Vence où il y a un balcon et ils sont avec ses amis Philippe Caplin et sa famille. C'est un sculpteur, Philippe Caplin, qui l'adorait, auquel il a consacré beaucoup de chroniques. Et aussi entouré de la famille Besson, donc Fernie Besson qui est une amie et qui sera sa biographe. Voilà un petit peu les circonstances de cette rencontre, de cette amitié en fusion, comme le dit si bien un article dans le catalogue proposé par la ville de Clermont-Ferrand, qui s'appelle « Sur les pas de Dubuffet en Auvergne », qui est là-bas à l'entrée. Voilà, une rencontre et une amitié, je pense, fusionnelle. Je vous lirai à la fin, vous verrez un texte de Dubuffet à la mort de Vialat, qui est tout à fait, en effet, touchant et vivant. Merci. Oui, ces deux-là avaient une amitié fusionnelle, espiègle et ludique, parce que tous les deux, quand même, avaient le goût du mot, le goût de la trouvaille minérale, la trouvaille verbale. Bon, ils étaient assez différents, quand même. Dubuffet, pour ceux qui ont vu les films qui lui étaient consacrés, pouvait se transformer en Ludion, qui faisait des stand-up, qui jouait du crin-crin, qui faisait le mariole, alors que Alexandre Vialat était vraiment un notable de province, chant grégorien, Égan, beurre frais, messe le dimanche, bon, qui était extrêmement réservé. On voit les photos d'ailleurs, on sent quand même un être bon qui est... Mais sa prose est tellement délicieuse, tellement soyeuse, croquante, qu'on oublie le personnage qui était quand même assez... tenait à distance, en tous les cas, les gens qui n'étaient pas ses amis. Là, on a un exemple là d'un texte de Vialat extrêmement affectueux, extrêmement généreux pour son ami.
Jeannot. On me demande pourquoi j'aime Dubuffet. J'aime Dubuffet parce qu'il est charmant. D'abord, il a des petits cheveux tondus ras, bien frottés à la toile aigrie, qui lui font un crâne de légionnaire, des yeux bleus en toile de Vichy, bien lavés de frais, qui se souviennent d'on ne sait quel fjord. Il est toujours bien lavé, bien propre, bien joli, bien appétissant. Il est mignon comme une image de dictionnaire. Il se coiffe à Londres avec un petit chapeau moutarde. Il s'habille, il se chausse à Londres, chez le plus grand bottier d'Angleterre, d'Europe, du monde. Petit à petit, sous mon influence, Dubuffet s'habille dans le Puy-de-Dôme. Il se sert chez Conchon et Quinette, établissement de grande réputation aux succursales nombreuses, réellement appréciées. Il en acquiert une élégance, pour ainsi dire, plus départementale. Une dignité plus auvergnate et un fruité plus onctueux. Ensuite, en politique, il est pour Jean Gistan. En matière d'édition, Dubuffet est pour les grands luxes. Il fait tirer les siens sur papier d'emballage avec texte de Jean Paulhan. Il montre ainsi sa passion de l'éphémère, sa volupté de brûler Rome, son caractère de satrape oriental. C'est un lyrique, un humoriste, un grand poète, un écrivain de première force. Il a le goût, la mesure, le bon sens. Pas dans ses toiles sont poétiques. La poésie n'a rien à voir avec le goût. Elle n'a à voir qu'avec l'abîme. On me dit qu'il est scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'il peint des vaches vertes. Mais d'abord, toutes les vaches sont vertes. Ensuite, si elles ne l'étaient pas, il faudrait les inventer telles. Et c'est précisément parce qu'elles ne le sont pas qu'il est beau de les peindre vertes. Tous les Européens de notre génération ont vu défiler dans leur vie des vaches plus vertes que les vaches de Dubuffet. On leur a fait tout digérer, corne et peau, et même l'œil, qui est pourtant triste et beau, et pareil à celui des déesses. J'aime Dubuffet parce qu'il est l'homme d'un paradoxe. Il faut, dit-il, peindre comme tout le monde. Et comme il ne peint comme personne, il dit « Je suis le seul à peindre comme tout le monde ». C'est son impasse. Voilà son drame profond. J'aime Dubuffet parce que ses toiles mélangent l'humour à une confiture de possibles, une apocalypse de formes, un grouillement de choses incroyables, dérisoires, contradictoires, un opéra de ville englouti. La poétesse Suzanne Lillard nous assure que la poésie ne peut se situer qu'au point métamorphosique des choses. Oh, Dubuffet n'est que rarement au carrefour des métamorphoses. Rarement. J'aime Dubuffet parce qu'il a peint 14 vaches qui ne sont pas les vaches de tout le monde. Ce ne sont plus des vaches, ce sont des vachissimes, avec des pieds en fourchette. Mieux, des minauderies et des grâces printanières. Enfin. J'aime Dubuffet parce que son humour se détache sur du cataclysme. Il aura été certainement l'épisode le plus violent d'une époque de la peinture. Une chronique locale, mœurs des gens Dubuffet. Le village de Vence est un rêve d'antiquaire, un musée de Vence, une invention d'Anatole France dans un décor d'Alphonse Daudet, perfectionné dans le style bahut breton par des superstitieux de Botrel formés au folklore par Montmartre. Le marchand d'oiseaux vivant des vieux livres, de la céramique et des graines de cactus. Un platane ombrage sa boutique. Une fontaine fait chanter ses eaux. Les marronniers ont vu naître Henri II. Ils sont entourés de garde-fous et protégés par des cuirasses. Les maisons se groupent sur leurs branches. Chez le marchand de Santon, on achète des girafes. La netteté est assurée par un réseau extrêmement serré de douches-toilettes,
toilettes tout court, hommes-dames, water closet gratuit, qui centralise sur des points particuliers les besoins de l'homme. Ce système ingénieux permet d'entretenir dans un état de parfaite majesté le seuil de la mairie et des grands cinémas et les rues les plus nécessaires. Sur les tavernes où l'on boit des cocktails, des encouragements provençaux sont écrits en lettres gothiques. Les pensions sont romaines et entourées de palmiers. Pas de lion jusqu'en Algérie. Cependant, Vence est plus au sud que sa latitude officielle. La preuve en est que le palmier s'y dessèche. Le pittoresque s'y exagère. La racine des platanes soulève les magasins. Du buffet, qui est l'ennemi numéro un de toutes les emphases de la nature, mais l'ami de tous les paradoxes, a fait son fief de ce balcon sur la mer. Coiffé d'un chapeau à fleurettes, ou tout au moins un motif botanique, qu'il appelle le petit violon d'Inde, et vêtu de chaussettes à pois verts, il a tourné le dos à la mer, s'est effronté. Face au plus beau paysage du monde, devant des montagnes de rêve, des falaises de Lorrain, dorées et vaporeuses, que le soir entoure d'une nuit de cinéma, où se mélangent les étoiles d'Orient, le Noël des Santons, le palmier de Monaco, il a bâti sa luxueuse villa, une villa en 2 tomes, comme la Bible, sur le sommet du tas d'ordures municipal où court toujours quelque incendie. Résumons-nous, il a planté sa tente au milieu d'une poubelle en feu. Le grandiose l'y poursuit. Comment éviter la montagne? Il se mit à 4 pattes et entra dans le placard. Il découvrit au ras du sol, dans une lézarde, un de ces petits suintements qui lui remplacent la mer. Il fut séduit. Il l'étudia. Il l'appela le météore. L'allégresse entra dans son âme. Il en tira des toiles, des Niagara, des mondes. Il nomma sa villa le petit suintement. Contraint par l'effronterie d'une nature emphatique qui ne lui propose partout que du spectaculaire ne plus marcher que les yeux au sol, il s'absorba de plus en plus dans la contemplation des pieds de mur, des éclatements du macadam et des petites végétations lépreuses que la vache méprise et dont la chèvre ne veut pas. Il s'y fournit d'un grouillement de thèmes botaniques qui, transposés dans ces grandes toiles sans nulle indication d'échelle, donnent des systèmes cosmiques, des mondes, des univers et des rosaces qui naissent d'un tourbillon, comme les paysages de rue qu'on regarde en marchant. Il appelle ça route et chaussée, ou encore tableau d'assemblage, car il en prépare les morceaux. Il peint des toiles qui imitent des matières rares, grains d'un vieux mur, journal, plan de métro, grains du désert, d'une route défoncée, peau de requin, que sais-je. Et découpe. On se croirait chez le postier. Il fixe ses morceaux sur la grande toile qu'il veut peindre, avec des punaises provisoires. Un commissaire de police en retraite les colle ensuite, avec de la colle de latex, comme les souliers nouveau modèle. Le soir, il cueille les papillons autour des lampes avec un immense filet noir. Il fait de leurs ailes la matière de ses tableaux. Bibi Trompette, le barbu Auréu, tous personnages qui ont l'air de monstres en pierre précieuse. Il asphyxie ses papillons dans du cyanure, poudre blanche au fond d'un bocal de verre blanc, qu'il replace sans étiquette dans la cuisine, entre le sel et le sucre en four. On ne m'ôtera pas de l'idée qu'il espère qu'on se trompera. De ces mauvaises actions naissent des tableaux rares, une matière de plus en plus belle, dont les titres feraient toute une anthologie. La botanique au petit spectacle et le jardin de croque-mouche, le pied du mur herbeux, le jardin de souple corse, le sol du chemin très usagé, le goudronnage en mauvais état, le sol historié de débris d'hiver ou la petite exaltation du sol de la route. Puisque c'est une chronique qui est consacrée aux barbes que vous avez derrière vous, que Madeleine Chave a eu la gentillesse de sortir de sa caverne de trésors et de nous montrer. Voilà ce qui va faire blisquer le musée. Magnifique ensemble des barbes.
de Jean Dubuffet. On ne sait plus si Dubuffet est un phénomène pictural, une conjoncture économique, une plaisanterie internationale, une aventure de la forme ou de l'esprit, ou de la chimie, ou de la mythiliculture. Ces toiles sont à la peinture ce que la truffe est au salsifis, ce que le nid hirondelle chinois est au viandox, ou au bouillon liébig. Une chose qui sert au même usage, mais qui est d'une substance différente, rare, mystérieuse, propice aux légendes. Il fait ses toiles comme d'autres cultivent des champignons, dans des endroits spéciaux, dans des caves, dans des serres, dans le hangar du corbillard de la bonne ville de Vence. Avec des lits de feuilles mortes, des couches de journaux, des pincées de balayures, des scrupules infinis, une température étudiée et un ancien commissaire de police. Les résultats sont étonnants. Que faisait-il donc au temps chaud? Il peignait des barbes. Des barbes, il les peignait non pas avec un peigne, mais avec un pinceau, tantôt sur du papier, tantôt sur des toiles, en s'attachant surtout à leur géologie, ou plutôt les reconstituer à partir de 100 éléments qu'il étudiait séparément dans 14 ateliers maintenus difficilement à la température fugace et l'épanouissement idéal de la barbe. Et maintenant ayant chanté, il danse. Ayant peint des barbes au temps chaud, il les vend à la saison froide. Chez Cordier, rue de Miroménil, de 4 à 5 millions la barbe. Il y prend un plaisir extrême, et nous en ferions tout autant. Mais ce n'est pas son premier souci. Encore que ses prix montent en flèche, il pense d'abord à se griser de barbe. Il demande à toute sa peinture une espèce de vertige, d'opium. Il y cherche un état second, il travaille 14 heures par jour, et ce qu'il cherche au bout du compte, dans ces sujets qui sont toujours des grains de matière, des riens de poussière, des plantes microscopiques qu'il élève par grossissement à la dignité d'univers ou de rose de cathédrale, c'est un frisson cosmique. C'est le vortex irritant d'une nébuleuse qui fait tourner des mondes, qui engendre et qui engendre encore du mouvement. C'est la forme à l'état naissant qui se compose, se décompose, se désagrège, se recompose, s'engendre de ses morts et meurt de ses mouvements. Je hais le mouvement qui déplace les lignes, disait Charles Baudelaire. Mais Dubuffet n'aime que le mouvement qui les crée. Ses barbes sont pleines de soleil, de systèmes stellaires, de naissances, de vermicelles qui font des figures quand on y crée un tourbillon avec une petite cuillère, de trous noirs où naissent des étoiles et où tournent des carrousels. Il lance des formes, il crée des formes, des trains de formes en série, ça part, ça fuse, ça ne s'arrête plus. Et c'est pourquoi il les prend au berceau, à la naissance, et c'est pourquoi il aime les microcosmes à la limite. Il aimerait peindre le mouvement intérieur de l'atome ou de l'ion. Et c'est pourquoi il collabore souvent avec un vieux journal, une feuille morte, une poussière qui crée les accidents de terrain. C'est pourquoi il aime les fouillis, les barbes, les tranches de terrain, les aventures du terreau, de la poussière, et ne craint pas d'utiliser des procédés purement mécaniques. Tout ça travaille comme lui, dans le sens mystérieux de création dont les hasards triés, ensuite juxtaposés, les merveilles. Et c'est ce qui fait que ces tableaux fascinent, parce qu'ils bougent constamment et contiennent outre eux-mêmes le contraire d'eux-mêmes, et tout ce qu'on veut. Ils se font, se défont, se refont comme un reflet dans une eau mouvante. Après quoi, Jean Dubuffet met un petit chapeau vert et boit un autre verre avec M. Charles, qui tient à Vence une galerie de peinture de schizophrènes au magasin de Brimbaud. Encore bien là au sujet du Dubuffet. Vous noterez que parfois il y a des répétitions de thèmes ou d'expressions, parce que la Galade est créée pour plusieurs magazines. Donc, évidemment, il écrit dans la montagne, mais il écrit aussi dans d'autres articles. Genre, on revient des fois quand il parle du Dubuffet sur un peu les mêmes choses et les mêmes thèmes. Mais comme on dit, il faut toujours remettre 100 fois sur son ouvrage. Voilà. Donc c'est vrai que des fois il y a des répétitions, on l'a vu nous-mêmes
la sélection des textes, mais que voulez-vous. Il adorait Dubuffet, il a écrit une 50aine d'articles sur Dubuffet. On peut bien en lire quelques-uns. La production de Jean Dubuffet est mystérieuse. Une littérature considérable mais coûteuse la raconte et la décrit, la célèbre, la numérote. Les expositions ça et là, en Allemagne, à Paris, à New York, permettent de l'entrevoir, mais jamais de la saisir. Car elle disparaît à peine sèche, achetée en Amérique par quelques milliardaires. Défense d'en parler dans la presse, les milliardaires américains n'en voudraient plus. Ce sont des difficiles qui n'aiment que le rarissime, l'invraisemblable, l'impossible. Aimez ce que jamais vous ne verrez deux fois, la barbe de Fidel Castro, le crâne d'Henri IV enfant, la pièce unique, la chose inimitable, le jardin de Blaise Grignotte, la topographie au salpêtre, les sols et terrains de Dubuffet. Car la Provence des bergers n'est que sols et terrains, Sahara, texturologie. Dubuffet en fait ses délices. Les plus beaux sont au village Nègre, sur la route de Saint-Barnabé. C'est une cité de fantômes bâtie par l'érosion, le potala dans on ne sait quel lama des souterrains, la cité de l'horrible pierre. On y trouve de tout, de la ruine, de l'ectoplasme, une bergère à tête de chien, le sphinx et Monsieur Adénoère, des piles de tourtes, les hommes de neige, Étienne Marcel et tous les dieux de l'Éda, Buspil, Virvire, Turce givreux, Fulbut, les vergues, un basset bleu atteint de rougeole, et liqueurs dans toutes les couleurs. Bref, toutes les formes en devenir, les embryons et les délires qui grouillent sur les toiles de l'artiste. La nature, dans ce village nègre, a imité Jean Dubuffet. Elle y gratte on ne sait quel furon. On y trouve des crânes de bœuf, des mâchoires d'âne, des temples en ruine, un amphithéâtre romain, des gradins pour 600 personnes et une oreille avec son tragus à plat, comme une oreille du sol, comme une corolle de pierre et d'herbe, avec son trou et 100 mètres d'envergure. L'oreille du globe, en somme. Du thym, de la farigoule, des arbustes griffus comme des dessins de Buffet, desséchés, cassants comme le verre, des aubépines, des vipères, des insectes de gros lézards pour faire la soupe, des arbres sortis de la pierre, non de la surface de la pierre, mais du fond, de 2 mètres de fond, des temples grecs, des maisons brûlées, Napoléon et le curé d'Estignac. C'est si beau que Dubuffet a failli en acheter une maison qui n'est pas loin d'Oula. Une espèce de maison du crime avec une citerne effrayante, une citerne à 17 échos, enrichie d'un cadavre d'homme qu'on garantissait sur le bail. Le vrai folklore, il est là. Il est ahurissant de voir Vence se chercher dans des reflets d'elle-même que lui renvoie Montmartre, dans une Provence compliquée par Botrel et retouchée par Aristide Bruant, dans ce que la lutte appelle l'ambiance. Le grand souci de Dubuffet est de nier cette ambiance provençale et de s'enfoncer au fond de lui-même, au fond de son puits, au fond de son propre village nègre, où ce qu'il y a de plus obscur en lui rencontre les déesses informes du sous-sol pour d'invraisemblables mariages d'où naissent des voies lactées de poussière, de brimborion, des graines de végétaux et de poils de chenilles, des réminiscences botaniques, des pressentiments d'animaux. Une forme du goudron est devenue, sous sa loupe, un canyon du Colorado. Il a trouvé dans les lézards et les fissures sa mythologie, ses prophètes, sa loi morale et son ciel étoilé. Pour ma part, je terminerai avec une chronique sur le Sud. Chronique ensoleillée chez Galate, elles ne le sont pas toujours. Le français se perd, on le remarque tous les jours. Le grammairien en souffre et le puriste en pleure. C'est ainsi que je m'aperçois, en relisant ma dernière chronique de la montagne, que l'auteur a écrit dilemme où il fallait alternative. Me voilà obligé de constater que les journalistes les plus sûrs ne connaissent plus le sens des mots.
Je ne veux pas la mort du pécheur, mais enfin, c'est bien déprimant. Où allons-nous? Quant à Françoise Sagan, bref, que devient en tout cela la vieille pédanterie française? Elle doit être en vacances, en quelque endroit secret, comme le peintre Jean Dubuffet qui a caché sa maison derrière la ville de Vence, sous le rempart, au sommet du tas d'ordures municipal. Le tas d'ordures, ce baron du méprisé, car Dubuffet aime réhabiliter les matières réellement sordides, notamment les balayures, par parti pris philosophique. Il a promis d'ailleurs de s'en expliquer un jour sur le parvis de Notre-Dame, accompagné d'un singe savant, vêtu d'un petit paletot vert pomme, pour que tout le monde puisse en profiter. Ainsi s'établit fortement la géographie littéraire et artistique de ses vacances. Au centre, Henri Pourra, sous un Wellingtonia, assis en tailleur sur la mousse, qui boit du jus de carotte fortifiant. Au nord, dans la forêt gauloise, les dames de Barbizon, une princesse cambodgienne, une romancière priadanite, qui écrivent des chefs-d'œuvre autour d'André Billy, sous un signe de bois doré. Au sud, Jean Dubuffet peint des tableaux d'empreintes dans une villa luxueuse au sommet même du tas d'ordures municipal. Une villa double, une villa en 2 tomes comme les mémoires d'Alexandre Dumas, car Dubuffet, semblable au castor à queue plate, ne cesse de se bâtir des maisons. Il y reçoit les grands de ce monde et les marchands américains. Les maisons de Dubuffet sont soumises à 2 forces. Le glissement qui les entraîne petit à petit vers le pied du tas, le long de son flanc, la pesanteur qui les enfonce dans sa masse. Elle s'achemine ainsi lentement vers quelque grandiose épilogue qui rappellera la fin du Titanic. Il est fait déjà de la vie à bord de ces bâtiments, notamment à leur rez-de-chaussée, une aventure proprement palpitante. Comme le jour du Titanic, on verra par une nuit sans lune briller au ras de l'horizon noir 1000 feux qui diront la vie, les plaisirs de la société, le bridge, la danse, les planches vertes, ensuite on ne verra plus rien, sinon les bras d'un millionnaire new-yorkais qui dépasseront, les mains crispées, couvertes de bagues scintillantes. La lune revenue éclairera tragiquement le blanc de plâtre d'une manchette. Ensuite viendront les journalistes. Ils descendront sur des échelles, ils exploreront les entrailles du sous-sol avec la fameuse pile Vondaire qui ne sert que sinon. Car l'intérêt de cette catastrophe sera de cumuler le pittoresque du naufrage avec le raffinement de l'accident minier, sans compter l'horreur de l'enlisement. Constamment relié par radio à un poste de la terre ferme, Jean Dubuffet attend, ravi, méditatif. Il a déjà une Marseillaise prête sur le tour-de-disque. Mais il peut y avoir des surprises, car aux 2 forces principales qui se disputent la joie d'engloutir au fond de 20 mètres de magma municipal une réputation d'architecte, d'autres s'ajoutent dont l'effort naïf pourrait avoir des résultats moins lents. La butte dissimule en effet, sous une pellicule durcie qu'enrichissent déjà la ronce, l'ortie, l'olivier nain, la bistorte et l'herbe vipère, riche terrain de chasse de l'araignée, du mulot, du rat à trompe, un sous-sol confus et mouvant, composé comme le cheval, tel que le décrit le manuel d'hippologie en page 1, de parties dures, de parties molles, de parties mi-dures, mi-molles. La partie dure, au nord, correspond assez bien à une pile de boîtes à sardines et à maquereaux, sauce tomate, communément appelée pilcha. La partie molle, au sud-ouest, a une pyramide de boîtes de Carigles, car il faut de tout pour faire un monde, surtout dans une colline de résidus urbains. La boîte de Carigles, en bois tendre, plie et ne rompt pas, comme le roseau de la fontaine. La boîte de filet sauce tomate rompt, au contraire, et ne plie pas, comme le chêne. On ne peut pas faire tenir longtemps en équilibre une villa de marbre avec terrasse et salle de bain, bloc évier, tableau d'avant-garde et visiteurs américains sur un chêne et sur un roseau. Il en résulte au sein de la maçonnerie des relâchements, des crampes, des affaissements, tout un jeu passionnant de traction, de poussée, de force contradictoire, torsion, distorsion, contorsion, gondolement, arrachement, sursaut, frisson, frémissement, plongée, saut à pieds joints, vibration, percussion, écrasement et contre-coup, dont le graphique est passionnément pour le spécialiste et qui ont provoqué une fissure dans le placard du rez-de-chaussée. D'où un petit Saintement. D'où le nom de la villa Dubuffet, appelée le Petit Saintement.
Petit suintement deviendra grand, il a déjà des proportions inquiétantes. Les motopompes fonctionnent dans les soupes du gros œuf, et parfois même ne fonctionnent pas. Dubuffet mène une existence navale. Il songe à appeler sa villa le Grand Suintement, le Petit Niagara. Il attache par une ficelle des bouchons de liège à ses tubes de couleur. Il faut, dit-il, vivre dangereusement. Son seul souci vient du chien-dent, dont il fait planter ses pelouses, malgré les soins de M. Martini qui les arrose de torse nu, tous les matins coiffé d'un casque colonial, à la lance et au tourniquet. Le chien-dent se refuse à pousser. Il dépérit. Les iris l'envahissent. Un chien-dent de Sibérie à 500 francs le chiot. Soupir Dubuffet écœuré, il est prêt à ne croire plus à aucune monoculture. Il menace de planter des roses. C'est ainsi qu'à l'aéroport. De manière plus frappante que tous les écrits d'autres commentateurs. J'ai toujours eu la cocasserie en haute estime. Il m'a toujours semblé qu'il y a une parenté entre les plus hauts moments de l'art et les raccourcis saugrenus qui déclenchent le rire. Ce cousinage d'un ordre et de l'autre, Vialat, comme moi-même, le ressentait fortement. Son chemin permanent se situait sur une crête où règne l'ambiguïté. La bouffonnerie était l'ombrelle qui lui servait de balancier pour marcher sur cette crête. Il était amoureux du saugrenu. Il le traquait à tout moment partout et le trouvait. Dans les menues situations du quotidien le plus banal, il débusquait le saugrenu, l'éclairait à plein feu. La vie, évidemment, sa propre condition comme celle des autres et tout aspect du monde, lui apparaissait d'une étrangeté flagrante. Et c'est cette étrangeté qui était l'aliment de son exaltation. Je ris, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire quand je lis ces rapports bouffons où presque tout est véridique, y compris de menus faits qu'avec lui je suis seul à connaître. Comme par exemple ce blaireau qu'un paysan morvandio obligeait sa femme à faire cuire pour le manger ensuite gaiement avec moi, ou comme ce vaste local des pompes funèbres de Vence qui me servait d'atelier, ou bien encore comme ce chien-dent que j'avais projeté seulement, il est vrai, d'implanter sur le terrain attenant à mon habitation. Les jardins verticaux sont véridiques. J'avais même fait construire des murs de pierre exprès pour les y constituer, avec des creux propres à y maçonner de la terre et faire circuler l'eau, après quoi toute une flore sauvage variée, résultat d'arborisation dans la campagne, y avait été avec soin implantée. Le bout de terrain qui dévalait sous le bâtiment n'était pas vertical à proprement parler, mais seulement en pente escarpée. Les suintements d'eau dans l'appartement du bas de la construction, le rez-de-jardin, sont vrais aussi. Ils me causaient beaucoup de soucis. On en a plus tard trouvé la cause avec le remède. C'est vrai encore que cette maison était bâtie sur un remblai qui avait servi naguère de dépotoir, de sorte que les maçons, creusant les fondations, trouvaient toutes sortes d'étranges choses, y compris des monnaies romaines. Je n'en étais pas ému, ni mandé à mes Romains. Je ne suis pas de leur bord. Les leçons de philosophie sur le parvis Notre-Dame n'étaient qu'un projet, demeuraient d'ailleurs sans suite. Mais j'ai toujours été enclin à faire un peu de différence entre l'imaginaire et le concrètement réalisé. Mon idée d'exposer mes vues montées sur une chaise avec un singe sur mon épaule avait paru judicieuse à Vialat. L'effrayant incendie qui s'était allumé dans une propriété pendant que je me trouvais invité à déjeuner, il est pareillement vrai, avec seulement un détail un peu transposé pour ne pas offenser les hôtes, transposé dans une forme savoureuse, mais certainement inintelligible pour qui que ce soit, sauf lui et moi. Je crois qu'il écrivait ces articles pour son amusement, et le mien, et sans trop de se soucier qu'ils fussent intelligibles au lecteur du journal. Il pensait d'ailleurs, et je le pense de même, qu'un peu d'inintelligible dans un texte est bon pour son miroitement et sa palpitation. Les 2 ou 3 journées occupées au printemps 54 par la traversée en automobile du Morvan pour aller finalement jusqu'à Clermont-Ferrand demeurent un de mes plus précieux souvenirs. Sitôt qu'il descendait de voiture, on voyait Vialat en attentive conversation avec le premier passant venu.
Il s'est ainsi passé à faire connaissance avec le tout venant et à lui poser des questions dont on pouvait penser qu'elles risquaient d'étonner son interlocuteur. Or, elle ne paraissait pas le faire. Les réponses se poursuivaient même en ample développement, cependant que Berthollet, qui nous accompagnait dans ce voyage, s'impatientait de ces apartés qui n'en finissaient pas. On voyait de loin Vialat inscrire sur son carnet. Son comportement déconcertait Berthollet dont les rapports habituels se limitaient à du docte chapelle de fine littérature et lui faisait juger de tels écarts futiles. Mais les écarts se trouvaient être pour Vialat la discipline et la technique, et la futilité une position d'esprit volontairement adoptée comme exercice philosophique. La fréquence des mentions me concernant dans les articles de La Montagne me causait de la surprise à la pensée que peu de lecteurs de ce journal avaient probablement connaissance de mes travaux. Quand je m'en ouvrais à Vialat, il me répondait « Vous êtes un si bon sujet ». Il en résulte ce commentaire burlesque qui commence avec les petites statues de la vie précaire faites en 1954 par assemblage de morceaux de mâche-fer et d'autres matériaux imprévus, et qui, après rétroaction sur des travaux antérieurs, dans lesquels sont privilégiés mes portraits de 1946 et 1947 et mes corps de dames de 1950, se poursuit avec les empreintes et assemblages, avec les matériologies, les texturologies, et finalement, en 1960, les barbes, puis encore un regain, 9 ans plus tard, à propos des sculptures peintes et monuments de l'Ourloupe. Bien sûr que la peinture et les arts plastiques n'étaient pas le terrain familier d'Alexandre Vialat, et que la connaissance qu'il pouvait en prendre, si merveilleusement attentif et lucide que fût son regard à toute chose, était celle d'un profane. Mais ce regard profane éclaire peut-être plus fortement les choses, les situe peut-être plus justement dans leur contexte, qu'on ne peut l'attendre de celui des experts. Il se peut que les choses se voient mieux définies quand elles sont ainsi abordées de côté, traitées dans un mode insolite et fusent d'un point de vue inapproprié. Volontairement et très habilement inapproprié, dirais-je, s'agissant de cette exégèse hilarante. Peut-être que Vialat, de la même façon que je suis le seul à peindre comme tout le monde, était pareillement le seul à jeter sur les productions d'art un regard profane. Après tout, j'ai toujours voulu de mon art qu'il soit celui d'un profane et qu'il ait des profanes pour destinataires. Bon Vialat, cher irremplaçable Vialat, je l'aimais très fort et je suis grandement ému en relisant maintenant ses écrits de lui à mon sujet. Mort ou non, je refuse de le savoir. Il est aussi vivant et aussi présent à ma mémoire que lorsqu'il était là.